Bonsoir à tous et bienvenue dans Autrement politique, l'émission qui pose un regard différent sur les grandes questions de la politique ivoirienne. Ce soir, nous avons un programme riche et varié pour mieux comprendre les enjeux qui façonnent notre société. Nous débuterons avec un sujet central, la dette publique. Quels défis pour l'économie nationale? Quelles implications pour les citoyens? Nous tenterons d'y voir plus clair. Ensuite, nous aborderons un autre sujet tout aussi crucial, le dialogue politique. Cette exigence réaffirmée par l'opposition pour parvenir à une démocratie plus apaisée. Enfin, nous nous intéresserons à l'ordonnance portant organisation de la société civile, un texte qui suscite des réactions contrastées parmi les acteurs concernés. Autrement politique, c'est l'émission qui vous donne les clés pour comprendre les enjeux du moment en donnant la parole à ceux qui font et influencent la politique avec des interventions variées et des analyses approfondies. Autrement politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. Comme annoncé, nous ouvrons cette émission avec un sujet crucial, la dette publique ivoirienne qui s'élève à 3 700 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien a décidé de rééchelonner une partie de cette dette intérieure à hauteur de 800 milliards de francs CFA. Quelles implications pour les entreprises concernées dans un premier temps et dans un second temps pour les populations ivoiriennes? Pour en parler, nous recevons sur notre plateau l'honorable Gosé Seplé Bernard, président de la Commission des affaires économiques et financières. Vice-président, de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Et nous recevons également M. Kwadio Kwaku Martin, également membre de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Très cher monsieur, que suscite cette décision du gouvernement ivoirien de rééchelonner une partie de la dette intérieure? Je voudrais donc vous remercier parce qu'il s'agit de parler de la dette. Je voudrais d'abord faire une précision. Vous avez annoncé que la dette était de 3 800 milliards. C'est beaucoup plus que ça. C'est plutôt 37 000 milliards. 37 000 milliards qu'il faut surtout noter. Ceci étant, je voudrais préciser que la dette, elle est indispensable pour tout développement, que ce soit pour nous-mêmes, les individus, que ce soit pour les sociétés, que pour les États. Tout développement appelle des ressources importantes, ressources financières, ressources budgétaires importantes, que on ne peut toujours pas avoir. Donc, on a recours à la dette, à l'emprunt. Et cet emprunt doit obéir à un certain nombre de critères. Cet emprunt doit être encadré pour qu'il ne coûte pas trop cher, pour qu'on soit en mesure de le rembourser, pour qu'il soit aussi bien utilisé. Si un emprunt ou des ressources d'emprunt ne sont pas bien utilisées, autant quand elles sont bien utilisées, ces ressources peuvent donc être à l'origine du développement, autant elles peuvent contrarier le développement quand elles ne sont pas bien utilisées. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. On ne peut pas avoir une peur bleue de la dette. On doit avoir une peur bleue de la dette à partir de ce nombre de considérations. C'est-à-dire, quand vous sentez que la dette qui a été contractée ne peut pas être remboursée, on dit qu'elle n'a pas de la viabilité de la dette. Quand vous constatez qu'elle ne peut pas être remboursée sans qu'on ne touche d'autres aspects des dépenses publiques. Donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, le pays s'est endetté, on est sorti des PPTE, pays pauvres très endettés, avec un niveau de dette de 4 600 milliards, mais
à partir de 2020, la dette a commencé à grimper encore. Et en 2020, on est monté jusqu'à 20 200 milliards. Et en 2024, on est allé jusqu'à 32 001 milliards. Et en 2025, c'est projeté à 34 656 milliards. Dès lors, ça devient inquiétant parce que il faut tenir compte des ressources. Mais pour mieux me faire comprendre, le gouvernement lui dit, je m'endette, c'est vrai, c'est fort, mais au niveau communautaire, il y a un critère communautaire qui est le ratio dette, stock de la dette sur PIB. Et ce ratio, il doit être inférieur ou égal à 70%. La Côte d'Ivoire, en gros, est à 58%. Donc, ce qui est un chiffre plus ou moins raisonnable. Oui, j'arrive. Donc, le gouvernement dit, je remplis donc les critères à la fois de viabilité et les critères de soutenabilité des finances publiques. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est qu'il y a d'autres critères. Lesquels? Les complémentaires, par exemple, il faut tenir compte des exportations. Il y a un certain nombre de critères. Et surtout, il faut tenir compte des remboursements qu'on fait. Est-ce que notre budget les supporte? Si vous prenez donc le service de la dette, qui est donc composé des intérêts et du capital qu'on rembourse, vous voyez qu'au niveau des intérêts, nos ressources propres, les ressources propres de l'État, là, c'est consommé à hauteur de au moins 20% par les charges financières, c'est-à-dire les intérêts seulement. C'est de l'ordre de plus de 1,5 milliard qu'on paye d'intérêts. Quand vous ajoutez le service de la dette, mais quand vous ajoutez les amortissements, je vous l'ai dit, donc c'est les choses, intérêt plus amortissement qu'on appelle le service de la dette, mais ça vous consomme presque toute la totalité de vos recettes propres. Et ça représente, j'allais dire, au moins 70% des recettes propres. Et en moyenne, 30% du budget. Ça veut dire que on s'est endetté, on a 58% du PIB, mais il y a problème. Parce que, en réalité, ce que je viens de vous dire, on n'a plus de marge par rapport à nos recettes propres. On ne peut faire des investissements qu'en empruntant continuellement. Donc, c'est très risqué. C'est très risqué. Et je vais plus loin pour dire le PIB dont on parle. Le PIB dont on parle, c'est la création de richesses. Mais l'économie nationale n'est pas détenue en priorité par les nationaux. Donc, le PIB, il n'est pas là. C'est une économie qui est créée, mais qui n'est pas au plan national. C'est pour cela que malgré le taux de croissance fort, parce que la Côte d'Ivoire a l'un des taux de croissance les plus élevés au monde, mais la vie est toujours difficile parce que la ressource qui est créée n'est pas là. C'est pourquoi nous disons la dette, il faut la revoir, il faut emprunter, et quand on emprunte, il faut faire des investissements productifs. Il faut créer ce qu'on appelle des champions nationaux pour que les nationaux investissent, qu'ils créent la richesse nationale, l'épargne nationale, et que cela profite véritablement à la population. Merci. Donc, je dis, c'est normal qu'aujourd'hui, les Ivoiriens soient craintifs, que tous ceux qui habitent la Côte d'Ivoire soient craintifs, parce que notre dette évolue à un rythme très accéléré, à un niveau, j'allais dire presque record, et par derrière, on ne voit pas vraiment les ressources suivre. Nous sommes dans un cycle permanent d'endettement. Il arrivera un moment où ça s'essoufflera. Merci, honorable Gauzé. Honorable Kouadio Martin, on a parlé tout à l'heure de la dette. Pour revenir un peu sur le sujet qui fait débat aujourd'hui dans la population ivoirienne, à savoir le rééchelonnement des 800 milliards de la dette intérieure, décision prise en Conseil des ministres par le gouvernement ivoirien. Quelles sont les implications
pour l'économie nationale et pour les citoyens de manière générale? Merci à PDCI TV et à son émission Autrement politique pour l'occasion que vous nous donnez de parler de la dette autrement. On va vous parler ce soir de la dette en des termes plus clairs. La dette, c'est aller voir son ami pour dire « prête-moi, je vais te payer à telle condition, à tel moment ». C'est-à-dire donc, dette égale, emprunt, intérêt, échéance donnée. Aujourd'hui, la dette de la Côte d'Ivoire, comme disait quelqu'un, est une diba-dette, c'est-à-dire une dette qui dépasse les normes. Certains diront que, comme a dit mon collègue, qu'elle est soutenable. Mais nous disons autre chose. Une dette. Mais, excusez-moi, mais ces personnes-là, notamment les organismes de notation financière, je cite l'exemple de Bloomfield, par exemple, s'appuient sur des éléments factuels, des éléments palpables et jugent que la dette de la Côte d'Ivoire est modérée. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on trouve que... Pourquoi s'alarmer justement quand ces organismes-là nous disent qu'il n'y a rien? Aujourd'hui, la dette de la Côte d'Ivoire, en fin 2024, se lève à 32 1 milliard de francs CFA pour une population d'à peu près 30 millions. Si nous répartissons cela, ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit trouver 1 million pour que nous puissions rembourser la dette. Vous vous souvenez, à l'époque, en 2022, le PDCI-RDA, 2022, 2023, 2024, chaque fois le PDCI-RDA est revenu sur la tendance haussière, pour ne pas dire exponentielle, du volume de la dette. Et nous avions dit que nous courons inexorablement vers une situation de non-paiement et peut-être même de rééchelonnement. Et puis peut-être même de récession. Aujourd'hui, comme je viens de dire tantôt, si nous devons payer, chacun d'entre nous doit débourser. Alors, vous me dites, oui, mais les bailleurs de fonds ou les organismes disent que notre taux est à l'intérieur. C'est peut-être vrai, mais moi j'ai une autre perception. Quand vous rapportez la dette sur le PIB et que ce PIB est à 90% ou 60%, un PIB qui va à l'extérieur, ça veut dire que la fiscalité intérieure qui devait payer, parce que les grandes entreprises bénéficient parfois des exonérations fiscales, etc., etc. Au final, vous allez vous retrouver, on s'appelle là, le montant de nos prélèvements fiscaux et de nos prélèvements douaniers ne couvre pas ou ne permettent pas de faire face aux prêts. Donc, il ne suffit pas de dire que je respecte les taux. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous aviez un bébé que vous allez envoyer sur la sage-femme qui vous dit oui, votre enfant a le poids nécessaire, mais est-ce que c'est suffisant pour dire que votre enfant est en bonne santé? Non. C'est ce que nous disons. La preuve aujourd'hui, c'est qu'en février dernier, le lundi 5 février dernier, 7 février, merci, c'est l'État lui-même qui dit qu'il n'est plus en mesure de payer sa dette intérieure. Est-ce que vous mesurez ce que ça veut dire? Et les conséquences de tout cela, de la dette, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les mois à venir, pour que l'État puisse faire face à ces échéances, il va falloir aller demander encore à d'autres personnes de nous prêter. Quand vous dites à votre ami, à votre prêteur, je ne peux pas payer maintenant, accorde-moi 5 ans pour payer, mais vous créez des difficultés sur ce prêteur-là. Quelles sont ces difficultés? Alors cette difficulté-là, si c'est une PME qui a pris ses emprunts obligataires et qu'à l'échéance, vous dites vous ne pouvez pas payer, mais cette PME va se trouver en situation de liquidité. Et si elle est en situation de liquidité, elle va devoir comprimer son effectif, donc c'est du chômage, c'est des licenciements, ou alors elle va augmenter ses prix. Et donc, c'est la cherté de la prix et de la vie qui va arriver. Voilà ce que nous voyons depuis. Donc, j'insiste encore pour dire qu'en l'état actuel, les prêts que nous avons pris n'ont pas été utilisés comme il faut. Un prêt doit être productif. Pour la population qui nous écoute, prenons 2 enseignants. C'est plus simple comme ça, parce que les enseignants sont parfois dans nos villages. 2 enseignants qui ont 200 000 francs de salaire.
ils touchent leur salaire, il y a un qui va emprunter, les deux vont emprunter 1 million chacun. Donc, vous pouvez me dire, le banquier dira, OK, ils respectent leurs normes, etc. L'un prend ce million, il s'achète un portable iPhone, il s'achète une moto, il s'achète une télévision, et puis il va au village. Ça, on appelle ça des dépenses non productives. Au contraire, il veut paraître. Le second, peut-être plus habile, va prendre le même prêt, faire une petite ferme derrière sa maison, faire un petit champ derrière sa maison. 6 mois après, le second a de quoi manger, de quoi nourrir ses enfants, et même sa ferme va lui produire encore de la richesse. C'est ça un investissement productif. Mais en Côte d'Ivoire, c'est peu nous l'avons pris. Si vous regardez, je me souviens même que le ministre des Infrastructures économiques a donné un montant qui est largement inférieur à ce qui a été emprunté. Ça veut dire peut-être 60% de ce qui a été pris n'a pas été investi correctement. Voilà le drame de la dette en Côte d'Ivoire. Et donc, je insiste à vous dire que vous et moi, nous devons faire l'effort de comprendre l'endettement autrement. Nous avons aujourd'hui chacun à payer 1 million pour que d'autres pays reviennent sur la bonne situation. Autrement dit, dans peu de temps, on va certainement faire comme le Ghana qui a été à un moment donné en difficulté. Vous me comprenez? Je vous comprends, honorable. Merci pour votre Je contribution. voulais donc le compléter par rapport aux 800 milliards pour dire que les conséquences seront dramatiques. D'abord, au niveau de l'entreprise, des entreprises concernées, qui peuvent être des banques ou autres, qui ne pourront plus produire. Parce qu'elles ont leur plan d'affaires, elles attendaient des rentrées d'argent, ça ne va pas rentrer, et comme il a dit, elles ne pourront pas mettre en œuvre leur plan d'affaires. Donc, elles vont licencier. Et si elles licencient, ça veut dire la consommation au niveau national va baisser. C'est des choses qui ont des incidences sur l'économie. Il va y avoir du chômage, il en a déjà parlé. Et si vous tenez compte des aspects sociologiques chez nous, quand nous travaillons, nous nourrissons nos parents qui sont au village, nous les soignons. Alors, donc, avec les 800 milliards et les conséquences de licenciement, il y a des familles qui vont se retrouver dans la misère, qui ne pourront plus se soigner. Donc, le taux de morbidité va augmenter. Et même, il y a un fort risque que le taux de mortalité même augmente. Donc, la décision que le gouvernement a prise là, pour nous, elle n'est pas du tout indiquée. Est-ce que le gouvernement aurait pu, le budget a augmenté de plus de 11% ou 13%. Mais on aurait dû regarder à la carte les dotations budgétaires pour voir les efforts à faire. Donc, je conclue pour dire, pour dire que les Ivoiriens ont donc tout à fait raison. Quand je dis les Ivoiriens, tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, qui font les affaires, ils ont tout à fait raison d'être inquiets. Parce que l'État a montré là qu'il n'est pas en mesure de rembourser l'argent qu'il a emprunté. Dans la pratique, honorable, les entreprises ne sont pas obligées d'accepter ce consensus proposé par le gouvernement. Est-ce qu'on se retrouverait dans une situation où les entreprises, justement, peuvent faire un bras de fer avec l'État ivoirien? Non, les entreprises ne peuvent pas faire de bras de fer avec l'État ivoirien. Que pas faire de bras de fer. Par contre, ce que je veux dire, j'insiste encore, vous voyez, quand vous regardez la tendance de nos prêts, pratiquement chaque 4 ans ou 5 ans, notre prêt augmente, ça double. Donc, on a pris une pente exponentielle. Et comme je prenais tout à l'heure le cas du Marbouya, l'enseignant va se retrouver, ne pouvant pas payer, va se retrouver auprès d'un autre emprunteur pour aller prendre à un autre taux pour venir rembourser. C'est ce que l'État est en train de faire. En demandant aux gens, je ne peux pas vous payer maintenant, je vous propose un autre prêt sur 7 ans. Ça veut dire, on va prendre des prêts plus chers pour rembourser d'anciens prêts. Donc, l'État de Côte d'Ivoire va rentrer dans un cercle vicieux de non-paiement. L'État va se retrouver comme le fonctionnaire sur le Margouya. Dites aux Ivoiriens que dans peu de temps, nous serons tous chez des Margouya. Et je me souviens, s'il vous plaît, à l'époque, un haut cadre de ce pays, quand nous attirons leur attention, avait dit « Président, endetté, nous allons payer ». Je voudrais que ce haut cadre-là vienne
et qu'il commence à payer sa part, son 1 million, que ses parents payent leur 1 million, etc. Vivement que cela se fasse. Et pour faire face à cette situation, disons, délétère, qu'est-ce que vous proposez comme solution de sorte à pouvoir... Moi, je crois que les problèmes de ce genre ne peuvent pas se résoudre avec un coup de baguette magique. Il faut, j'allais dire, des dispositions financières profondes. Et tout à l'heure, moi, je vous ai parlé des champions nationaux. Les Ivoiriens, il y a des compétences techniques, il y a des ingénieurs, des financiers, des juristes que l'État peut accompagner pour créer des entreprises en Côte d'Ivoire qui vont investir. Je vous disais, quand on parlait en aparté, qu'il y avait un projet concernant les terrains individuels, choses industrielles, voilà, les zones industrielles. Je vous dis, il y a une société, je vais taire son nom ici, dont le capital était de 10 millions, détenu donc par un non national, qui n'avait que 1 an, 8 mois d'existence, à qui l'État a donné un marché de 10 milliards. 1000 milliards, marché de 1000 milliards, avec des avantages fiscaux de 14 fiscaux et douaniers de 14 milliards. Mais pourquoi l'État ne peut pas faire cela pour les Ivoiriens, pour les nationaux? La solution, c'est la solution à long terme. Donc, il n'est pas question, parce que les solutions qui sont prises, on prend l'argent ici, on embauche là, mais ce sont des solutions potentes qui ne peuvent pas durer. Et comme mon collègue le disait, parce qu'il faut que j'intervienne là-dessus, pour que les gens comprennent, quand on dit le PIB de l'argent n'est pas là. C'est comme dans votre village, une usine, une entreprise vient s'installer, les travailleurs travaillent là, ils ne dorment pas là, ils résident dans une autre localité où ils ont leur famille, où ils font leurs dépenses, mais donc chez vous, la richesse est créée dans votre village, mais elle est dépensée ailleurs. C'est de ça qu'il parlait. Quand on dit le PIB n'est pas chez nous, mais il est ailleurs. Et donc, il faut faire en sorte que les Ivoiriens eux-mêmes produisent cette richesse-là, que ce PIB-là soit un PIB qui devienne un PNB pour que ça puisse financer l'économie. Donc, le problème de la dette, c'est tout à fait normal que ce soit posé. Ce n'est pas seulement uniquement en termes d'évolution, mais en termes même de création d'emplois, nous ne voyons pas de solution réelle. Très chers invités, on a abordé la question de la dette publique. En long et en large, on aurait aimé s'attarder un peu plus sur le sujet, mais vu que le temps imparti court à sa fin, j'aimerais vous demander votre mot de fin avant de conclure cette partie de l'émission. Merci encore pour une fois de l'occasion que vous nous aviez donnée pour parler de l'emprunt autrement. Nous disons qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire est à la porte de la faillite. Quand vous ne pouvez pas payer votre dette, vous êtes en situation à la merci de votre débiteur, de votre emprunteur. Aujourd'hui, dire aux nationaux, je ne peux pas payer vos dettes, c'est mettre tous les tissus économiques intérieurs en difficulté. Nous disons qu'à ce rythme-là, nous ne savons pas si les prix ne vont pas flamber encore. Si à ce rythme-là, vous et moi, nous allons trouver nos emplois d'ici fin octobre. Si à ce rythme-là, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois vous dire encore? On va peut-être laisser l'honorable... Oui, moi, ce que je veux dire, c'est parce que là, il s'agit d'une politique nationale qui est mise en œuvre et, à notre avis, qui a échoué. Parce que les résultats sont là. 37 milliards de dettes. Il faut donc, et mon collègue l'a dit tout à l'heure, la dette, là, c'est 1 million de francs CFA par habitant de ce pays. Donc, que chacun regarde cela sérieusement et que les Ivoiriens prennent la responsabilité de changer de paradigme. Il faut qu'ils changent de paradigme à la fin de cette année. C'est-à-dire d'autres personnes qui ont de l'expérience, qui ont montré qu'ils savent faire pour que la Côte d'Ivoire se relève. Voilà ce que nous voulons dire. Chacun d'entre nous traîne aujourd'hui une dette de 1 million que nous devons chercher. Ceux qui avaient programmé, demandé qu'on nous endette et qu'on devons payer,
doivent aujourd'hui sortir de leur tanière pour venir payer. L'État de Côte d'Ivoire est aujourd'hui en situation de non-paiement, puisqu'elle ne peut plus payer sa dette intérieure. En 1993, nous étions dans cette difficulté, nous avons importé des experts. Nous sommes dans cette situation, nous devons changer. Nous avons besoin de nouvelles personnes parce que le groupe actuel a atteint ses limites. Le changement est souhaité vivement, sinon, d'ici fin octobre, nos emplois sont menacés, vos salaires sont menacés. Je vous remercie. Nous remercions nos invités qui ont répondu à notre sollicitation pour nous éclairer sur la question de la dette publique ivoirienne. Après l'économie, place à la politique, cet espace où les visions s'affrontent, les idées se confrontent, mais où le dialogue reste essentiel pour avancer. Or, depuis quelques mois, la question d'un dialogue politique inclusif revient avec insistance. Quels sont les besoins? Quels sont les obstacles à un consensus de tous les acteurs? Pour en parler ce soir, je reçois sur mon plateau Madame Danielle Boni-Clavry, ancienne ministre de la Communication et présidente de l'URD, ainsi que le docteur Paul-Hervé Agoubli, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Quel regard portez-vous sur l'environnement politique ivoirien? Mais écoutez, vous allez me faire déjà jouer les cassants parce que je n'aime pas beaucoup. Je n'aime pas être ou paraître un oiseau de malheur, mais disons que je ne suis pas très optimiste parce que j'estime que nous avons tous les ingrédients d'une future crise si nous n'arrivons pas à régler dès maintenant un certain nombre de problèmes pour réformer le processus électoral. Et vous l'avez dit vous-même, cela passe par le dialogue politique. Nous avons un climat de suspicion qui est en train de s'établir, de se conforter. L'exclusion maintenant est devenue une arme électorale. Et vous avez des campagnes haineuses, dangereuses, parce qu'elles portent sur la nationalité. Et l'expérience devrait nous rappeler qu'il y a des sujets qu'il faut à tout prix éviter. Alors je ne suis pas très optimiste et je me dis qu'il faudrait vraiment que nous puissions nous retrouver. Nous sommes des gens responsables, nous sommes des personnalités politiques, nous sommes des enseignants, des chercheurs. Nous aimons notre pays et nous avons envie de trouver des solutions. Regardez comme nous sommes tellement fiers de nos résultats, des défis économiques que nous réussissons à relever. Alors pourquoi n'arriverait-on pas à ce que la Côte d'Ivoire puisse relever ce défi qu'elle n'a jamais réussi à remplir, à savoir d'organiser une élection qui soit apaisée, sans violence, sans que le sang ne coule. C'est vraiment notre devoir en tant que classe politique d'arriver à cela, d'arriver à faire que nous ayons des élections apaisées, que ce ne soit pas simplement de le clamer, de le dire. Faut-il encore que nous mettions en place tous les ingrédients pour faire en sorte que nous ayons des élections apaisées. Merci Madame la Ministre. Docteur Paul Agoubli, est-ce que vous pensez pareil que nous tendons vers une élection présidentielle qui risque de se terminer dans un climat très délétère? Oui, fort malheureusement, oui. Je mène ma voix à celle de la ministre. On est amené maintenant régulièrement à toutes les occasions à répondre à cette question. C'est la preuve que ceux qui s'interrogent, qui nous interrogent aussi, ont en arrière-fond, en arrière-pensée, l'idée que ça pourrait mal se passer. Et régulièrement, je mobilise l'allégorie, vous avez dit tout à l'heure, enseignant-chercheur, mais en lettres, voilà, l'allégorie littéraire. Un texte que les Ivoiriens connaissent très bien, parce que l'Iliade, c'est un livre qui est entré dans la conscience internationale et c'est un classique, et qui a été repris, notamment dans notre XXe siècle, par Jean Giraudoux. Je parle de ce livre exprès,
Parce que Giraudoux, qui l'écrit, la guerre de Troie n'aura pas lieu, est un ancien diplomate, est un diplomate. Et on est dans l'entre-deux-guerres. Donc la première guerre est achevée. On sent, en tant que diplomate, on a les yeux, on voit que ça va mal se passer. Mais en tant que diplomate, il y a des choses qu'on ne peut pas dire directement. Donc il mobilise l'allégorie donc, de la guerre de Troie n'aura pas lieu avec le rapt donc, de Hélène par Paris et la menace de la guerre qui arrive. En interpellant la conscience internationale sur le fait que lorsque la raison recule et que les passions se mettent en avant, à coup sûr, la catastrophe arrive. Et le mal ivoirien, c'est que de crise en crise, on a l'impression qu'au moment décisif où c'est précisément la raison qui doit s'exprimer, les passions trop fortes prennent le pas. Avec cette idée, justement, des gestionnaires de l'État, presque toujours, qui peuvent maîtriser la catastrophe. Or, sur la catastrophe, personne n'a de prise. Et c'est pour cela que, d'accord, je conclus par ce que la ministre disait, qu'il ne faut pas se croire trop fort pour la fatalité ou l'inéluctable qui pointe le nez. Et l'humilité devrait demander que tous les acteurs, quels qu'ils soient, effectivement, pour l'amour de la nation, presque par jugement de Salomon, mais reviennent à la table de discussion et finalement, pour l'amour de la nation, mettre balle à terre et qu'on fasse comme on le fait maintenant, là, qu'on discute et qu'on trouve des accords pour avancer. Quels sont les sujets cruciaux sur lesquels vous souhaitez avoir ce dialogue-là avec le gouvernement ivoirien? Je pense qu'ils sont connus. Bien sûr, nous mettons en premier la révision de la liste électorale. Une liste électorale, c'est l'épine dorsale d'une élection. C'est elle qui fait la fiabilité du scrutin. Donc, nous sommes tout à fait dans notre rôle de dire qu'il faudrait d'abord que nous ayons un corps électoral beaucoup plus lourd. Nous sommes 8 millions. Bon, nous avons pu enrôler l'année dernière 900 000 personnes. Mais normalement, on devrait atteindre 12 millions, un corps électoral de 12 millions. Si nous prenons un exemple avec le Ghana, nous avons le même nombre d'habitants. Le Ghana, et je crois même que je suis un peu en dessous, a un corps électoral d'au moins 14 millions de personnes. Donc, nous avons vraiment du travail. Et ce travail, il est double. Il faut expliquer à nos compatriotes le pourquoi ils doivent s'enrôler. Et puis, il faut leur expliquer également à quoi correspond le vote. Parce que nous constatons, et ça n'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je me rappelle, sous le gouvernement du président Bédier, j'avais posé déjà le problème pour dire, mais il n'y a aucun engouement. La participation est faible, que ce soit la présidentielle, que ce soit aux élections locales. Donc déjà, nous aurions dû nous interroger sur ces raisons-là. Il faut convaincre nos populations, nos compatriotes sur le pourquoi du vote. Moi, j'ai le sentiment que lorsque quelqu'un se retrouve dans l'urne avec son petit bulletin, il se dit, bon, ce n'est qu'un bulletin. Alors que si on lui explique que 1 plus 1 plus 1, ça fait des millions, et que c'est ça qui fait qu'il y a un changement, eh bien, il faut comprendre. Donc, nous avons vraiment la nécessité d'aller vers nos parents, et c'est pour ça que l'opposition a raison de demander et de dire il faut que nous continuions l'enrôlement pour faire en sorte que nous ayons un corps électoral qui, par le nombre, donnera une légitimité au vote. Parce que sinon, je ne vois pas quelle légitimité nous pouvons réclamer si nous ne sommes que 30-40% à pouvoir voter. Par rapport à la révision de la liste électorale, la CEI avait effectivement annoncé une première période de recensement qui a été prolongée par la suite, mais cela n'a pas eu un grand impact sur l'affluence effectivement des populations dans les centres d'enrôlement. Est-ce que ce n'est pas du fait des partis politiques justement qui n'expliquent pas le bien fondé à leurs partisans du fait de détenir le droit de voter? Moi, j'ai envie de vous répondre que les 900 000 personnes qui sont arrivées là, qui ont pu être enrôlées, je crois que c'est par l'action des partis politiques qui ont fait un très beau travail pour amener et essayer d'expliquer et de convaincre les Ivoiriens. Oui, mais sur cette question,
Si vous prenez simplement au sens peut-être littéral, mais plutôt derrière l'idée qui anime, on dit que la loi s'entend de ces deux faces, de la légalité, donc de la structure du texte, des phrases, mais aussi de la légitimité, c'est-à-dire de son esprit. Et si vous lisez le fameux article 6, la liste électorale, est-ce qu'on a décrit en sa nature, c'est un document, on dit administratif. Je suis d'accord, parfaitement d'accord, vous avez raison, que l'action des partis politiques est demandée en tant qu'ils, ces partis-là, aident au travail de sensibilisation de la CEI. Mais ce travail, c'est la responsabilité de la CEI. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites, parce que le présupposé que vous posez, c'est que les partis politiques doivent faire plus que ce qu'ils ont déjà fait et que la ministre donc signalait fort justement. Mais c'est que vous installez la compétition électorale à un moment de l'organisation régulière d'une opération qui n'a rien de politique. La liste électorale, il faut se souvenir, n'est que l'appendice de l'état civil. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils ont 18 ans, effectivement deviennent majeurs et sont reversés automatiquement dans le corps électoral. Cependant que par ailleurs, on en extirpe les personnes décédées ou alors qui ne jouissent plus des droits pour faire valoir une volonté politique, notamment au suffrage. Donc c'est un travail purement administratif. Et lorsque vous demandez à des partis politiques d'être entreprenants à ce moment-là, vous entrez justement dans la compétition électorale. Mais il va se passer quoi? Il va se passer que dans le cadre des États qui sont les nôtres, ceux qui ont plus de moyens, j'entends moyens financiers, un rapport direct à l'État central et à ses moyens, un certain rapport à l'administration préfectorale et autres, et également de la justice, vont être privilégiés par rapport aux autres. Donc vous allez voir que cette opération-là finit effectivement par faire pencher d'abord faire pencher la balance d'un certain côté et décourage les populations de l'autre. Je vais être très clair ou disons très concret. Dire que dans cette dernière opération, moi j'ai été en zone rurale. Mais c'est extraordinaire que vous puissiez constater que le travail de communication et de sensibilisation n'a pas été fait. Si vous venez d'Abidjan, vous entrez à 200-300 km à l'intérieur des terres et c'est vous, alors qu'il y a des CEL, alors qu'il y a tout, qui allez informer des gens sur le terrain. Là, vous avez le chef du village, là, vous avez les agents recenseurs. Au milieu, il n'y a personne qui informe les uns que les autres sont là. Docteur Paul Éveil Aboubli, quels sont les autres sujets qui nécessitent qu'il y ait un dialogue entre l'opposition ivoirienne et le gouvernement avant l'échéance électorale d'octobre 2024? Les sujets sont connus. Ils sont connus, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que la phase 5 du dialogue politique qui a eu lieu entre décembre 2021 et mars 2022 posait une série, n'est-ce pas, de préoccupations acceptées par la partie gouvernementale, par les OSC qui étaient partis au débat et par les partis d'opposition simplement, et qui ont recommandé qu'il y ait donc, disons, un groupe ou une coordination qui se fasse autour du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Bon, vous allez poser la question, Madame la ministre, si ce travail-là de suivi, de coordination a été fait. Bon, enfin, on observe dans l'espace public et dans l'action politique que ça n'est jamais venu. Et ça tourne autour donc de la liste électorale, du découpage électoral, de la commission électorale indépendante, du cadre juridique et institutionnel des élections, et toute une série comme ça de préoccupations, de la sécurisation des élections, du financement même des partis politiques et des campagnes électorales. Et je trouve, pour avoir remis le nez dans tout ça, que pour le coup, à la fois dans la façon dont le débat s'est organisé et la gestion claire des problématiques à adresser, que cette fois-ci, je ne pourrais pas témoigner pour les autres, un travail vraiment froid, serein, détaché a été fait et il aurait simplement fallu que le gouvernement poursuive dans ce sens pour adresser ces questions et donner des réponses simplement. Et donc, les problèmes sont connus. Il suffit simplement d'avoir la volonté politique de les régler. Sinon, on risque d'être taxé de faire du dilatoire pour des raisons que tout le monde peut deviner. Madame la ministre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'intervention du docteur? Au dernier dialogue politique, au 5e dialogue politique, nous avions fait une recommandation très importante qui était la mise en place
d'un cadre de suivi des recommandations de ce dialogue, sous l'égide du ministre de l'Intérieur. Ça n'a jamais été fait. Donc, toutes les recommandations qui y ont été faites n'ont pas été mises en place. Or, ce dialogue, la raison de ce dialogue, c'est pour faire en sorte que nous trouvions des solutions minimales pour arriver à quand même faire que nous puissions avancer dans le processus électoral. Rien n'a été mis en place. Alors, il est certain que quelques années après, nous sommes en élection, à l'orée d'une élection présidentielle, et nous avons exactement les mêmes problèmes à régler. Et moi, je dis qu'en plus de ces problèmes, nous avons aussi à prendre en compte les rancœurs que toutes ces crises accumulent et qui font que, s'ajoutant maintenant à des difficultés dans la vie de tous les jours, eh bien, cela nous amène à être vraiment pessimistes et à nous dire on est en train de mettre en place tous les ingrédients pour qu'il y ait ou une explosion sociale ou vraiment une situation chaotique. Je ne veux faire peur à personne, surtout pas à nos auditeurs et à nos téléspectateurs, mais je crois qu'il faut voir aussi les choses telles qu'elles sont. La situation, au fur et à mesure que, disons, on ne s'entend pas, qu'on est de plus en plus inaudibles les uns vis-à-vis des autres, eh bien, à partir de là, nous mettons la Côte d'Ivoire en danger. Donc, c'est vraiment un appel que nous faisons. Et moi, en tant que présidente de l'URD, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis allée voir le ministre avec le président du RPP. Nous sommes allés voir le ministre d'État Bakongo pour vraiment plaider pour un dialogue politique, sur sa nécessité et sur le fait que nous sommes des responsables. Nous n'allons pas prendre un colt dans nos poches. Nous allons venir pour parler de la Côte d'Ivoire et essayer de trouver des solutions. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. J'ai fait des demandes auprès du RHDP, de M. Kafana. Nous n'avons pas été entendus et je trouve regrettable parce qu'il ne faudrait pas attendre 2 mois avant les élections pour ouvrir un dialogue qui sera totalement inutile parce que là, on aura le temps de ne rien faire. Merci Madame la Ministre. Alors, nous sommes au terme de cette rubrique. Je vais vous demander votre mot de fin par rapport au sujet dont nous avons parlé ces quelques minutes. Quelles sont vos recommandations pour que la solution soit trouvée à la question du dialogue politique au niveau de la PCI? Si j'avais une solution miracle, vous savez, je l'aurais utilisée déjà depuis. Vous savez, moi, ce que je voudrais que vous me donniez, si vous me permettez l'occasion, de lancer un petit appel. Lancer un petit appel pour dire qu'il faut faire attention aux dérives langagières. Il faut faire attention aux propos calomnieux, aux propos injurieux, parce que les mots MOTS peuvent être des armes. Alors vraiment, je lance un appel à la classe politique, aux activistes également, à tous ceux qui ont une voix qui se fait entendre sur les réseaux sociaux pour leur dire attention, surtout que malheureusement, ils sont très souvent instrumentalisés. Moi, ce que je demande, c'est qu'on ait du respect l'un pour l'autre. Parce que le respect, c'est vraiment un des fondements de la paix sociale. C'est le respect qui nous permet de nous écouter et peut-être même de nous permettre de nous contredire, mais de nous contredire parce que sans armes, parce que nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes que des adversaires pourtueux uniquement. Voilà l'appel que je voulais faire. Merci Madame la Ministre. Dr Paul Emeya-Boubou. Oui, un appel, d'autant plus que j'ai eu le grand honneur, il y a quelques semaines, après un plateau de télé auquel j'avais participé, où j'avais rendu compte de l'examen périodique universel de l'ONU, qui invitait la Côte d'Ivoire à ouvrir un dialogue politique et puis également à travailler à des conditions d'élection apaisées. J'avais eu le tort de dire que la réponse du ministère de la Justice avait été donc de renvoyer à trop tard peut-être sa réponse. Le lendemain, on faisait un communiqué pour me dire que j'avais exagéré les faits et que l'État, à travers le ministère de la Justice, entendait répondre après la consultation des parties prenantes. Et donc ce communiqué est arrivé, je signale, donc en début d'année, en janvier.
nous sommes aux portes du mois de mars. Si l'État de Côte d'Ivoire avait pensé répondre en consultant les parties prenantes, premièrement, il n'y a toujours pas de réponse. Deuxièmement, je ne sais pas si les parties prenantes ont été entreprises dans ce sens-là. Et ça m'amène justement à rappeler que le 26 septembre 2024, une partie de l'opposition, en tout cas, adressait un courrier au chef de l'État pour demander qu'il y ait un dialogue national, puis un deuxième courrier le 14 octobre à la maison du PDCI-RDA avec vraiment les chefs de parti qui avaient signé ensemble le courrier. Et un dernier courrier en décembre, je crois qu'on devait être le 23 décembre, où on a vraiment fait cette démarche vers le gouvernement. Il faut accepter de discuter entre gens honnêtes, entre gens civilisés et raffinés. Je dis toujours, la marque du progrès de société, c'est la politique. C'est la plus grande marque, c'est ça. C'est là où on a décidé que parce qu'on avait évolué dans le processus historique, la civilisation avait pris le pas sur la barbarie et que donc les luttes politiques étaient devenues symboliques, étaient plus violentes, elles étaient symboliques avec pour arme justement le verbe. Regardez ce que notre Constitution dit et c'est par ça que je finirai. L'article 29. L'État garantit le droit d'opposition démocratique. Sur des questions d'intérêt national, le président de la République peut solliciter l'avis des partis et groupements politiques d'opposition. Constitution. Donc, il faut faire ce que la Constitution dit. Voilà, c'est simplement ça, quoi, simplement. Merci, docteur. Madame la ministre, nous sommes ravis de vous avoir reçu sur notre plateau. Ainsi, pour faire cette rubrique sur le dialogue politique. Dans toute démocratie, la société civile joue un rôle clé, celui de contrepoids, de vigile, d'acteur du changement. Mais lorsqu'un cadre législatif vient modifier son fonctionnement, cela peut susciter des inquiétudes, voire des contestations. C'est le cas de la nouvelle ordonnance portant organisation de la société civile ivoirienne. Quels sont les points de crispation? Cette nouvelle ordonnance est-elle une innovation ou une contrainte? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Pulchérie Balé, présidente de l'ONG Alternative Citoyenne, et M. Ebrin Yao, président de la plateforme de la société civile ivoirienne. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci. J'aimerais vous poser la question de savoir, que reprochez-vous à cette nouvelle ordonnance? Bon, bouchons beaucoup de choses, mais avant d'en parler, on souhaiterait préciser le contexte. Avant le 12 juin 2024, les organisations de la société civile étaient régies par la loi 1960-315 du 21 septembre 1960. Et ils ont estimé que l'évolution du contexte national et international nécessitait une nouvelle loi. Donc en 2019, l'Union européenne, à travers son projet LIAN 2, a financé le ministère de l'Intérieur pour l'élaboration d'une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi a suscité des consultations, ou du moins l'élaboration de cette nouvelle loi a suscité des consultations auxquelles nous avons été associés. Et le dernier atelier que nous avons tenu, c'était en septembre 2021. Après, on n'a plus eu de suite. Jusqu'au 12 juin 2024, où l'ordonnance nous a surpris. Donc, par rapport aux griefs, nous avons des griefs. Excusez-moi, est-ce que cette ordonnance qui a été publiée le 12 juin 2024, est-ce qu'il y a des points de différence entre cette ordonnance et les éléments sur lesquels vous travaillez durant l'élaboration d'une ordonnance en 2019? Elle est pire. D'abord, elle est pire que la loi de 1960. Et les propositions qui ont été faites dans les premières consultations n'ont pas été prises en compte. Quelles sont ces propositions? Par exemple, séparer les organisations cultuelles des organisations de la société civile. Comme par exemple, cet article 22-là, dont on ne voulait pas. Que dit l'article 22? L'article 22 dit que
on peut dissoudre les organisations de la société civile en Conseil des ministres si on estime qu'elles menacent l'ordre public, la paix sociale, sans préciser tout ce qu'on met dans ces mots, menace, ordre public, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas oublier que l'ordre public est le délit générique qu'on colle à tous les prisonniers politiques. Le jeudi dernier, il y a des jeunes gens qui ont voulu faire une grève de la faim. Ils sont partis voir, ils ont écrit au cardinal et au COSIM parce qu'ils voulaient faire leur grève de la faim, soit à la cathédrale, soit à la mosquée du plateau. Et pendant qu'ils étaient dans le bureau du vicaire du cardinal, on vient pour les arrêter. Là, ils ont fait quoi? Quel ordre public ils ont troublé? Et le vicaire s'oppose à leur arrestation. Excusez-moi, Restant dehors. excusez-moi, mais les lieux de culte sont également des espaces publics, fréquentés par d'autres personnes. Donc, quand vous faites une manifestation au sein d'un espace cultuel, vous êtes dans un environnement public. Donc, vous troublez l'ordre. Un environnement public ne signifie pas qu'on trouble l'ordre. L'ordre est défini en principe. On dit par exemple que pour circuler sur les routes, au feu rouge, on s'arrête. Au feu vert, on avance. C'est ça l'ordre. Donc, quand moi je viens ou dis que le feu est vert, mais je veux quand même m'arrêter, je bloque les autres. C'est ça troubler l'ordre public. Mais quand je décide de faire une grève de la faim, de me faire du mal à moi-même pour revendiquer quelque chose, et pas en masse, et mon activité ne menace rien qui s'exerce habituellement, quel ordre public je trouve là? On n'a plus le droit de prendre des décisions. La liberté de penser, la liberté d'expression, c'est ça qui est atteint ici. Donc, on a des raisons de nous méfier de ce texte qui va renforcer l'état policier dans notre pays. C'est-à-dire? C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on est dans tout sauf une démocratie. Vous êtes dans une démocratie, vous êtes sur un plateau télé, on vous reçoit pour parler avec vous d'un sujet qui suscite votre intérêt. Donc, la démocratie ne se limite pas au débat télévisé. D'accord. La démocratie, c'est le respect des principes démocratiques. Et dans ces principes démocratiques-là, il y a la liberté d'expression, d'association, qui sont des droits constitutionnels, la liberté de culte, qui est un droit constitutionnel, que cette ordonnance menace. Merci, Madame. Donc, voilà. Merci, Madame. J'allais ajouter qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est dans une démocratie. Merci, Madame Balé. Vous avez parlé du fait que dans une démocratie, il y a la liberté d'expression, la liberté d'association. Nous avons avec nous M. Ibrahim Yao, président de la plateforme de la société civile en Côte d'Ivoire. Est-ce que les organisations de la société civile n'arrivent pas à s'exprimer en Côte d'Ivoire comme le prétend Mme Balé? Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez afin que je puisse me prononcer au nom du conseil d'administration des 36 organisations que nous présidons. Vous savez, il est très important de le souligner, comme Mme Pichiri Balé l'a dit, l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 pose problème. C'est de ça qu'il s'agit. Ça pose problème parce que il n'y a pas eu de consultation. Elle allait plus loin. Elle a même donné des orientations, à savoir depuis 2019, c'était un projet de loi. Des consultations étaient en cours. Et tout d'un coup, nous nous retrouvons avec une ordonnance sur les réseaux sociaux, dans les journaux officiels. C'est de ça qu'il s'agit. Et on nous fait ressortir dans le motif de l'exposé, dans l'exposé des motifs, que ce projet de loi, pas ce projet de loi, mais cette ordonnance a bénéficié dans sa rédaction du concours des différentes organisations de la société civile ivoirienne, ce qui est archi faux. Est-ce que ce n'est pas en partie parce que cette ordonnance reprend certaines propositions faites durant la consultation de 2019, par exemple? Non, pas du tout. Vos expositions qui ont été prises en compte, Mme Pichiri l'a dit, n'ont pas été prises en compte. Aujourd'hui, on nous met dans le même panier que les djihadistes, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ceux qui font les blanchiments d'argent, on nous met dans le même panier. Mais nous, en tant qu'organisation de la société civile ivoirienne, nous sommes d'abord des défenseurs des droits de l'homme. Et notre constitution, en son article 26,
nous protège nos droits fondamentaux. Donc aujourd'hui, nous sommes menacés d'existence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est quoi nous disons haut et fort que cette ordonnance, elle ne doit même pas exister. Parce que si elle existe, je vous le dis clairement, la démocratie en Côte d'Ivoire est carrément éliminée. Je ne dirais pas éliminée, mais n'a plus d'existence. J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé du fait d'être associé à des djihadistes. Est-ce que ce n'est pas en partie parce que cette ordonnance-là, justement, exige de la part des organisations de la société civile qu'elles aient des sources de financement qui ne soient pas sous influence terroriste, par exemple? Parce que pour un État, j'estime légitime que cet État-là se pose la question du fonds, sur les fonds qui permettent aux organisations de la société civile de fonctionner. Si effectivement ces fonds sont issus des réseaux terroristes, il y a raison de s'inquiéter. La loi, elle est élaborée pour répondre à un problème social, en général. On ne fait pas les lois dans le hasard. C'est par rapport au contexte qu'on décide qu'il faut une loi. Depuis quand dans ce pays, un responsable de la société civile a été condamné ou interpellé parce qu'il mènerait des actions en concertation avec des terroristes ou qui blanchiraient de l'argent? Ceux qui blanchissent l'argent ici, là, ils ne les connaissent plus. Ce n'est pas parce que ça ne s'est jamais produit que ça ne se produira jamais. Oui, mais la loi sur le terrorisme et la loi sur le blanchiment d'argent s'appliquent à tous les citoyens, dont les responsables de la société civile. Donc, quand on est logique, quand on prend un texte pour la société civile, il y a un minimum. Le minimum, c'est de tenir compte de ce que dit la Constitution. Et que dit la Constitution nous donne des droits. Tout le chapitre des droits et libertés, là, la Constitution nous donne des droits. Cette ordonnance qui est destinée à la société civile ne comporte rien sur les droits de la société civile, sur le rôle de la société civile. On n'a même pas cité l'article 26. C'est grave. Et que dit l'article 26? C'est très grave. L'article 26 dit que la société civile participe à l'expression de la démocratie. Elle contribue au développement économique, social et culturel de la nation. C'est ce que l'article 26 dit. Et justement, parce que l'article 26 dit cela, si on voulait être dur, on aurait exigé une loi organique. Parce que dans l'article 101 de la Constitution, on dit que tous les structures et systèmes mentionnés dans la Constitution peuvent faire l'objet d'une loi organique. Nous nous contentons d'une loi ordinaire et on nous fait régresser avec une ordonnance qui est de la seule volonté du président de la République. Et en principe, l'ordonnance doit être adossée à une loi d'habilitation. C'est quelle loi d'habilitation qui lui a donné le droit de prendre une ordonnance sur les droits et libertés? Est-ce que de manière unilatérale, cette ordonnance-là met faire toutes les libertés des organisations de la société civile? Oui, parce que nous sommes dans un État policier. Un État où on t'arrête sans preuve. Et puis toi qu'on a arrêté là, c'est toi qui dois donner la preuve que tu n'as rien fait. C'est pas eux. C'est-à-dire, pour rien comme ça, on t'attrape dans la rue, on te colle des chefs d'accusation. Pourquoi moi, jusqu'à présent, on ne m'a pas jugé? Mais parce qu'il n'y a pas de preuve. Sans preuve, on t'arrête, on te met en prison. C'est maintenant, on va chercher les preuves. Et quand on n'en trouve pas, on t'a déjà causé des préjudices, il n'y a même pas de réparation et la vie continue. Ça, ce n'est pas un État démocratique. Donc, on s'inquiète. On s'inquiète parce que déjà, le code pénal même est anticonstitutionnel. Il y a des institutions. Donc maintenant, on veut prendre une autre loi qui est anticonstitutionnelle. Et toutes ces lois-là nous concernent, nous tous. Il y a des institutions qui vous permettent de faire valoir vos droits. Les institutions en Côte d'Ivoire ne fonctionnent pas. Ah bon? Oui, je le disais tantôt, il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Dans une démocratie, on a l'exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les juges ne sont pas libres. En douce, même eux-mêmes, ils te disent, c'est pas moi. Il y a un problème.
Le juge devait être libre de dire le droit. C'est pour ça qu'on les paye à un autre agent. Ils font partie des fonctionnaires qui ont les plus gros salaires. Et ils ne sont pas libres de dire le droit. L'Assemblée nationale, ce n'est pas la peine. Pourquoi on demande qu'on change la CEI? Mais c'est pour garantir, ce n'est pas seulement pour l'élection présidentielle. C'est pour garantir qu'aux prochaines législatives, on ait des députés qui émanent effectivement du choix du peuple. Il y a des gens qui sont assis là-bas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est à Saleh Temoko, on entend. Ils sont censés nous représenter. Donc, l'Assemblée nationale même est une caisse de résonance de l'exécutif. On a un problème. On est dans l'insécurité totale. L'Assemblée nationale ne défend pas nos intérêts. Tu pouvais aller te plaindre à la justice. Là-bas aussi, il n'y a pas de liberté. Finalement, on est dans quel état? On n'est pas dans un état, on est dans un pays tout simplement. Monsieur Ibrahim Yao, est-ce que par rapport à cette ordonnance, la plateforme de la société civile en Côte d'Ivoire a essayé de saisir des institutions comme la Cour suprême, par exemple? Oui, depuis le 12 juin 2024, nous avons entrepris des démarches. Nous avons saisi, bien entendu, la Cour suprême, nous avons saisi l'Assemblée nationale, notre ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur et toutes les institutions étrangères représentées en Côte d'Ivoire pour leur faire comprendre qu'il y a problème. Vous savez, comme Mme Picheri le disait tantôt, les OSC sont menacés de survie, c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, lorsque nous prenons l'article 22 par exemple, il est écrit clairement que désormais, nous ne pouvons pas mener d'action, nous ne pouvons pas contredire certaines actions. On appelle ça le discréditer. Le discrédit. Parce qu'il faut sortir dans l'article 22 que désormais, par décret, sans décret, on peut dissoudre une organisation de la société civile, ce qui n'est pas normal. Pour qu'il puisse avoir une dissolution, il faut d'abord que ce soit une affaire judiciaire. Parce que notre constitution nous donne droit, nous protège les OSC en Côte d'Ivoire et les OSC participent à la préservation de la démocratie. Nous sommes. D'accord. Ce qui concerne, bien entendu, le rôle primordial de la société civile, d'abord, c'est de défendre les intérêts de nos populations. Nous contribuons à la préservation de la cohésion sociale. Donc, lorsque nous sommes menacés de disparition, vous voyez que la démocratie n'existe plus. Et ça pose problème. Vous dites être menacé de disparition, mais cette disparition-là intervient lorsque vos activités ne s'inscrivent pas dans un certain cadre. On a en Côte d'Ivoire une société civile où on voit certaines organisations qui se créent et puis qui s'associent à certaines actions qui ne sont pas forcément louables. Donc, oui, mais je ne crois pas là. Excusez-moi, c'est pour cela qu'il aurait fallu préciser dans ce texte-là le rôle de la société civile. C'est quoi la société civile? Quel est son rôle? Quels sont ses devoirs? Quels sont ses droits? Ça ne figure pas dedans. C'est un code pénal bis qu'on nous présente. Ici, nous n'avons que des obligations et des sanctions. Nous n'avons pas de droits. Il y a un problème. Nous n'avons que des obligations, pas de droits. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la mesure où cette ordonnance vient à être ratifiée à l'Assemblée nationale le 10 mars prochain, quelles seraient les alternatives pour les organisations de la société civile de sorte à continuer leurs activités? Bon, avant même de répondre à cette question, nous n'avons pas exposé sur nos griefs. Parce que ça là, c'est important. Qu'est-ce qui dans l'ordonnance fait que nous ne sommes pas d'accord? Ça, c'est très important. Nous ne sommes pas d'accord parce qu'il y a des définitions imprécises qui pourraient être la porte d'entrée puis des abus et des injustices. Quelle sorte de définition? Quand on dit que la politique, c'est le premier mot qu'ils ont défini, c'est une organisation de la société civile qui n'a aucun lien avec un parti politique ou un groupement politique. Que signifie aucun lien? Qui décide de la nature du lien? Il aurait fallu qu'après la politique, là, comme c'est le même A, là, aucun lien là aussi soit expliqué. Aucun lien là, ça veut dire ci, ça veut dire ça. C'est clair.
Donc, une loi qui est imprécise n'est pas bonne. Une loi qui est imprécise est imparfaite. Donc, il y a cela. Il y a aussi le fait que on avait demandé dans les consultations de 2019 qu'on ne mette pas ensemble les religieux et la société civile. Pour quelle raison? Parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est pour ça que la Constitution nous donne nos droits dans des articles différents. La liberté de culte, là, c'est différent de la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique qu'on reconnaît à la société civile. Les organisations cultuelles ont leur dogme. Et l'exécutif ne va pas s'ingérer dans les dogmes d'une religion si cette religion ne menace pas la paix sociale. C'est justement... Donc, on n'a pas à nous mettre ensemble. Nous sommes en... Déjà, parce que ce n'est pas le même type d'organisation. On ne peut pas venir dire à une église dans les dispositions communes qu'il faut qu'on tienne compte du genre. Ça veut dire quoi? Si moi, c'est une église, parce qu'on a le droit d'avoir des églises, je ne sais pas, il y a des sectes qui existent qui s'appellent église. Si moi, dans mon église, on est toutes des femmes, on dit on adore tel Dieu. Les gens, là, on prend ça comment pour faire? Dans la théorie, oui, les organisations culturelles ne s'ingèrent pas dans des débats liés à la question politique, à la question sécuritaire, mais nous sommes en Côte d'Ivoire. Vous avez été témoin des différentes crises qu'a connues le pays. Et quand est-ce que l'organisation culturelle a été mise en cause? Nous connaissons les différents discours religieux qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu dans des campagnes électorales. C'est sûrement pas de religion que c'est sur ces discours. Un chrétien qui parle, ça n'engage pas l'Église. Un musulman qui parle, ça n'engage pas la mosquée ou, je ne sais pas, la religion musulmane. Il faut faire la part des choses. Et puis, à quoi même ça répond de concevoir un texte ou une corporation sans consulter les acteurs de cette corporation? Ça répond à quoi? Si on est vraiment dans une démocratie, ça répond à quoi? Qui les a obligés à faire des consultations en 2019? Et puis c'est en 2024, là, on ne peut plus faire de consultation. Quelle est l'urgence de prendre une ordonnance pour que le président de la République prenne une ordonnance sans une loi d'habilitation? Soyons sérieux un jour. D'accord. Merci, Madame Peuchéré-Balé. Merci, Monsieur Ibrahim Yao. Je vais vous demander d'adresser un dernier mot aux téléspectateurs avant que nous puissions conclure cette émission. Merci. Je voudrais vous féliciter pour la qualité de cette émission. Vous savez, lorsqu'on touche l'œuvre de Dieu, ça devient très grave dans un pays. Et à travers cette ordonnance, cette nouvelle ordonnance du 12 juin 2024, l'œuvre de Dieu est menacée. Quand nous prenons l'article, par exemple, 69, où on demande à ce que les organisations, la société civile et les organisations culturelles rendent compte à l'État, ça pose problème. On demande à Dieu de venir rendre compte à des humains. C'est de ça qu'il s'agit. Vraiment. Et pour nous, l'année 2025 est une année d'espoir et d'espérance. Parce qu'en touchant l'œuvre de Dieu, on demande à Dieu de se glorifier sur la Côte d'Ivoire. Et je pense que Dieu va se glorifier et nous avons trouvé des solutions. Parce que ça ne va pas rester comme ça. En menaçant l'œuvre de Dieu, en menaçant les acquis de nos démocraties qui sont protégés par les organisations de la société civile ivoirienne, vous voyez l'existence même du peuple de Dieu est menacée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous demandons aujourd'hui et plus que jamais, nous lançons un appel aux organisations culturelles, à nos frères et sœurs des autres organisations de la société civile ivoirienne. Le moment est venu pour les Ivoiriens, de nous toucher l'œuvre de Dieu, de nous mettre ensemble autour de la même table et que nous puissions mener ce même combat. Ça ne sera pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Donc aujourd'hui et plus que jamais, nous devons pouvoir nous retrouver très rapidement. Parce que ce qui est en train de se passer, si chacun doit mener son combat, nous ne pourrons pas atteindre les objectifs escomptés. Il s'agit pour nous de la survie des OSC et des organisations culturelles. Et comme
nous le savons, en Côte d'Ivoire, certaines pensent pouvoir utiliser toujours la violence et les intimidations pour pouvoir s'imposer. Mais l'ordonnance qui vient d'être prise, c'est une ordonnance qui menace quotidiennement la vie des organisations que nous présidons. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, M. Yao. Mme Balé. Oui. Je voudrais préciser que je suis la coordonnatrice du comité de réflexion des élections inclusives, transparentes et apaisées qui regroupe une quinzaine d'organisations de la société civile, dont 2 fêtières. Et nous avons commencé la lutte contre cette ordonnance depuis le 12 juin. Il n'y a pas eu de solidarité des autres organisations de la société civile. C'est maintenant que les religieux se réveillent, mieux vaut tard que jamais. Mais je pense que quand votre existence est menacée, vous devez mettre de côté les problèmes de leadership et d'ego pour mener des actions communes. Donc, je voudrais m'adresser à toutes les organisations de la société civile et à toutes les organisations culturelles pour dire qu'au-delà de nos réactions individuelles, il serait bien que nous nous rencontrions pour définir une action commune. Et s'il ne tenait qu'à moi seul, j'éprouverais encore l'article 20 de la Constitution sur la liberté de manifestation pacifique pour faire une manifestation devant l'Assemblée nationale le 10 mars 2025. Et comme c'est la prison, ils connaissent, qu'ils viennent nous ramasser. Ils n'ont pas honte. Ils vont rendre compte au monde entier sur l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire. La deuxième chose, c'est nos députés. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a décidé, nous, société civile, qu'on allait sortir de la société civile pour aller conquérir le pouvoir législatif. Parce qu'en principe, les députés et la société civile devaient travailler de concert parce que nous défendons les intérêts du peuple à des niveaux différents. Mais il se trouve qu'à l'Assemblée, il y a un député qui s'appelle Assalé Tiemoko. C'est lui seul qu'on entend sur les problèmes des populations. Les autres, là, c'est les points qui concernent les partis, là, qui les intéressent. Pourtant, c'est nous. Ils vont venir demander nos suffrages pour qu'on les vote. Mais nos problèmes ne les intéressent pas. Donc, ils se saisissent. Ce qui est sur nous, là, en 2025, là, on va compétir avec eux. Mais en attendant, s'ils veulent sauver leur peau, vraiment, qu'ils puissent considérer que cette ordonnance ne menace pas que les organisations de la société civile, mais elle menace tous les Ivoiriens parce que chacun a sa religion. On a 42% de musulmans, 34% de chrétiens, ça fait 76%. Si vous ajoutez les autres religions, on a au moins 90% des 29 millions d'habitants qui sont concernés par cette ordonnance. Donc, qu'ils se rappellent, qu'ils aient un sursaut d'orgueil pour rejeter cette ordonnance-là, pour ne pas faire un vote moutonnier. La troisième chose, c'est le président de la République. Parce que c'est lui, finalement, qui a pris l'ordonnance. C'est lui qui a signé. Et comme il est tout puissant, c'est lui seul qui peut décider de retirer cette ordonnance. Et donc, ce qu'on aimerait préciser, c'est que l'ordonnance a été élaborée sur les conseils d'une partie de la société civile qui travaille contre ses propres intérêts, qui a donné des conseils au ministre de l'Intérieur pour produire ce test-là. Et quand le ministre de l'Intérieur le propose au gouvernement, on se dit, ces conseillers sont bien, on valide, n'est-ce pas? Mais il a trompé le président de la République, lui-même on l'a trompé. Donc, nous, on peut ne pas compter aux yeux du président. C'est pour ça qu'il nous jette en prison tous les jours. Mais Dieu est au-dessus de nous tous. Là où maintenant on s'en va menacer tout le monde, même les lieux de culte, il y a un problème et nous, on voudrait vraiment l'interpeller pour lui demander de lever le pied. Tout ce qu'on demande, c'est des consultations autour de ce texte-là pour qu'il soit consensuel, pour qu'il n'y ait pas de problème si vraiment on est en démocratie. Merci, Madame Balé. Très chers téléspectateurs, ainsi prend fin votre numéro d'Autrement politique. Ce soir, nous avons exploré 3 grandes thématiques qui touchent à la gestion de l'État, à l'espace politique et à l'engagement citoyen. Cela nous rappelle combien de fois il est important d'entendre toutes les voix pour bâtir une démocratie plus forte et inclusive. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée.